Voilà, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver sur Famille TV. Aujourd'hui, je vous présente, l'approche d'une merveilleuse enseignante, vous allez voir, Sandrine Boden, qui a à cœur d'accompagner les enfants dans leurs apprentissages, mais tout en se préoccupant de leur épanouissement. Donc, elle a beaucoup, d'informations à nous communiquer, de choses à nous faire découvrir sur cette pratique. Je pense que ça va être inspirant pour les enseignants, pour les parents, ceux qui font l'instruction en famille, mais aussi les autres et tous ceux qui se posent des questions sur les apprentissages des enfants ou même ceux qui veulent, apprendre, au niveau des sciences de l'éducation ou découvrir la psychopédagogie aussi dont on va parler. Voilà, donc je suis avec Sandrine Baudel qui est enseignante et psychopédagogue et formatrice. Bonjour Sandrine. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire juste un mot de votre philosophie, de votre objectif, principal, dans la pédagogie? Alors oui, avec grand plaisir. Voilà, ce qui m'anime, ma philosophie, c'est générer le vivant au service du vivant et prendre soin du vivant dans la pratique voilà, éducative ou d'accompagner dans les apprentissages. Ça passe par l'idée d'accueillir la personnalité, l'individualité de chacun, d'accueillir de manière inconditionnelle voilà, les enfants que je rencontre ou qui sont dans ma classe toute une année. Ça passe par voilà, faire vraiment connaissance pour savoir à qui j'ai affaire et prendre connaissance de leur stratégie d'apprentissage, de ce qu'ils mettent en avant dans leur façon d'être et d'essayer d'accompagner voilà, leur individualité au mieux. Je dirais que la philosophie de la pédagogie biologique, c'est vraiment de faire entrer chacun dans ses apprentissages en fonction de ce qu'il est et en respectant cela dans l'approche globale qu'est l'enfant, dans cette approche tête-cœur-corps. Voilà. C'est une tellement belle approche. Oui, ça veut dire beaucoup. En même temps, ça mérite de s'y pencher d'un petit peu plus près parce qu'on a souvent l'impression voilà, qu'on est déjà dans cette approche-là, mais souvent on reste au premier niveau, on ne prend pas le temps de faire vraiment connaissance avec nos élèves. Ce qui nous intéresse la plupart du temps, et c'est légitime dans le métier d'enseignant, c'est de savoir là où ils en sont dans leurs apprentissages, ce qui est déjà pas mal. Là où c'est dommage de ne pas aller plus loin, c'est de savoir à qui on a affaire réellement, parce que quand on prend connaissance de la personne qui est en face de nous dans sa globalité, je le répète, eh bien, ça nous livre davantage de renseignements sur là où il en est, en fait, précisément. Parce que l'enfant n'est pas qu'un élève, il est d'ailleurs avant tout un enfant et il a beaucoup de choses à nous apprendre sur ce qu'il est en dehors de ses apprentissages. Merveilleux. Et ça, la pédagogie biologique, ça c'est votre invention, votre création? Oui, c'est parti. En fait, l'expression m'est venue tout naturellement à un moment où on me posait des questions sur ma pratique en tant qu'enseignante, puisque des collègues étaient intéressés par mon fonctionnement et en me questionnant, il m'est arrivé de leur dire, mais en fait, c'est logique pour moi, c'est de faire attention à ce que chacun s'y retrouve dans ma classe, d'accueillir les personnalités, les individualités dans leur état émotionnel de l'instant. Je sais comment chacun fonctionne par une entrée des approches des intelligences multiples, c'est-à-dire que j'ai des enfants qui vont être kinesthésiques, d'autres qui vont être plutôt naturalistes et que j'ai appris à faire attention à ça. Je suis à l'écoute des besoins de chacun, mais ça me semblait naturel en fait. Et du coup, du côté logique et naturel, m'est venu ce concept de bio, puisque bio pour moi c'est la vie, et que voilà, j'attache une très grande importance au vivant, tant le vivant avec lequel je travaille, donc on parle souvent en pédagogie et en éducation, mais également à la protection de la vie d'une manière générale. Donc
j'ai raccourci par cette expression de biologique qui est en lien et qui est logique et respectueuse avec le vivant. Voilà. C'est vraiment un super programme. Et vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, comment vous en êtes venu à créer cette approche en fait? Donc ça fait moins longtemps que vous êtes psychopédagogue? Oui, alors en fait, c'est né de cette sensibilité qui était déjà la mienne en tant que jeune enseignante, mais elle m'est pas venue tout de suite. J'ai enseigné 10 ans avec des courants pédagogiques par lesquels j'ai été influencée par au travers de différentes formations, pardon, mais pas vraiment encore imprégnée de ce que j'étais moi et de m'autoriser à enseigner avec ce que j'étais moi et ce que je ressentais au plus profond. Voilà, j'ai navigué pendant 10 ans dans les écoles, bienveillantes, naturellement, mais encore très en proie et aux prises avec voilà, la programmation, jamais très rigide, mais quand même, voilà, j'avais à cœur de bien répondre aux attentes institutionnelles. Je ne dis pas que ce n'est plus le cas, mais maintenant, je me fais davantage confiance et voilà, j'ai reçu quelque part un peu le feu vert pour exercer avec ce que j'étais de la part de mon institution. Donc, je me sens beaucoup plus libre et je dirais qu'il y a bien 6 ans que je m'autorise pleinement à accompagner mes élèves, en tout cas en milieu scolaire, avec cette approche-là. Parce que la première année où je l'ai expérimenté, je me suis très vite rendu compte que les enfants me remerciaient presque pour cela en fin d'année et les parents aussi. Cette approche, en fait, elle est née d'une souffrance. Parce que oui, il faut bien le dire, à un moment donné, je me suis plus retrouvée dans le système voilà, tel que je le vivais. Même si pendant 10 ans, j'y fonçais tête baissée, convaincue du bien fondé, j'ai moi-même à un moment souffert du système parce que je suis passée d'une petite structure un petit peu cocoon à un gros établissement où je ne m'y suis pas forcément retrouvée. Moi, d'abord, sur le plan humain, parce que une grosse structure, il y a davantage de projets à vivre, davantage de collègues à croiser, davantage d'horaires et de rigueur à respecter dans les emplois du temps, du décloisonnement, voilà, on s'échange les élèves beaucoup dans les journées, voilà, tout dans le plus. Et moi, visiblement, j'étais pas faite pour courir dans tous les sens et mon corps m'a exprimé voilà, le désir d'arrêter de courir dans tous les sens et surtout de ne pas imposer ça aux enfants. Voilà. Donc, il y a eu une année scolaire où je me suis sentie très, très mal. J'ai somatisé beaucoup de choses sur le plan physique et j'ai écouté ça. Et j'ai écouté ça tellement que j'ai décidé de pratiquer la slow education, enfin voilà, de marquer des pauses où on peut reprendre sa respiration. Et ça m'est apparu comme quelque chose de vital. Et de toutes les manières, ça l'était parce que sinon, moi, j'allais vraiment devenir malade. Et il n'en était pas question. Voilà. C'était déjà allé très loin dans le processus puisque j'en avais des vertiges et que ça me mettait vraiment très mal au quotidien. J'ai pas fait de burn-out, mais je pense que si je n'avais pas été à l'écoute de ça, que j'avais pas accueilli ce qui se passait à ce moment-là, il est fort probable que ça m'y aurait conduit. Donc, très naturellement, encore une fois, puisque je suis d'un naturel assez intuitif et d'un profil hypersensible, j'ai toujours eu à cœur en fait d'être à l'écoute. J'étais dans cette écoute empathique naturelle, on va dire, du ressenti et des besoins des enfants qui m'étaient confiés, en adéquation avec mes propres besoins, moi. Et la première, je dirais, sirène d'alarme, c'était mes besoins, moi, qui n'étaient plus respectés. Et il fallait absolument, de toute urgence, rétablir un climat serein pour que je puisse m'y retrouver, de façon à le proposer aussi aux enfants. Donc, c'est d'abord passé par me rétablir moi. Donc,
Je me suis formée à la communication non violente dans un premier temps et j'ai découvert des thérapies parallèles pour rétablir et restaurer mon confort, mon confort, comment on va dire, psychologique sûrement, mais avant tout pour reprendre place dans mon corps, retourner chez moi. J'avais un grand besoin de retrouver une stabilité et de retrouver ma confiance intérieure, ma sécurité intérieure et de faire en sorte qu'elle devienne un peu inébranlable par les mouvements permanents de l'environnement dans lequel j'évoluais, que je percevais avant comme une agression. Donc d'abord me rétablir moi, me remettre sur pied, retrouver cette confiance intérieure en me disant ce que je fais, c'est bien. Oui, j'ai le droit de proposer aux enfants de marquer des pauses. Oui, j'ai le droit de reprendre moi aussi ma respiration. Oui, j'ai le droit d'écouter ça et d'accueillir. Et au diable ce qui se passera si j'apprenais que je n'y suis pas autorisée. Mais j'ai eu la chance, l'année d'après, d'être inspectée, alors que ce n'était pas du tout prévu, par un inspecteur formidable de ma circonscription, qui, j'ai eu vraiment de la chance, était très à l'écoute de ça, et qui m'a encouragée à poursuivre dans cette voie, puisque visiblement, j'étais très attentive à l'écoute des besoins des enfants. Et qu'on était d'accord, lui et moi, c'est la base pour asseoir un climat serein dans la classe et pour faire une entrée sereine dans les apprentissages. Donc, j'étais réconfortée et j'ai pris force et je me suis engagée dans un processus de diverses formations, Montessori, Freinet, de Crowley, Reggio et j'en passe. Steiner. Alors, je ne suis pas allée me former pour Steiner, pour la petite histoire. Je suis carrément allée à la rencontre d'une école et ça a été pour moi une révélation. J'en reparlerai peut-être plus tard. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment cette inspection qui a été pour moi un révélateur qui a été l'élément, un des éléments déclencheurs, ou en tout cas, qui m'ont confortée dans l'idée qu'il fallait que je poursuive dans cette voie. Pour la partie école, je me suis engagée après dans une formation de psychopédagogie parce que bien que cet inspecteur soit passé dans ma classe cette année-là, l'année d'après, j'ai retrouvé de l'appétence au sein de ma classe, mais je sentais encore que j'étais en marge. J'avais l'impression d'être bien dans ma classe, mais pas forcément à l'aise dans l'environnement pour autant. Et j'ai compris que j'allais pas pouvoir continuer comme ça parce que visiblement, j'avais pas un souci avec la mission éducative, mais avec l'environnement. Et j'avais très envie, au regard du nombre de demandes que j'avais de la part de mes collègues les plus proches et d'autres personnes, parce que ma démarche commençait à rayonner, j'avais très envie d'aller apporter mes connaissances et devenir enseignante ressource pour aller accompagner les autres enseignants qui en feraient la demande sur le terrain. Et voilà, poursuivre un petit peu cette mission, mais en dehors de l'environnement école, de mon établissement à moi. Et j'ai souhaité aller plus loin parce que ça ne suffisait pas. J'ai souhaité me former en psychopédagogie dans le but de quitter un peu, au moins pour moitié, l'environnement école. Parce que j'en avais besoin. Je le ressentais dans mon corps. Il fallait que je quitte les murs de l'école au moins pour un temps et ça m'a fait le plus grand bien. Voilà comment je suis arrivée à la formation en psychopédagogie. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de difficultés que rencontrent les enfants et donc les enseignants et qui sont solutionnés avec votre approche, en plus du climat de classe, ce qui est déjà... Oui, alors il y en a un qui me vient là à l'esprit, c'était une enseignante qui souhaitait créer un climat favorable dans sa classe, mais qui n'y parvenait pas forcément et qui avait à cœur vraiment de vouloir changer certaines choses et qui rencontrait des difficultés parce que elle se heurtait au fait que les enfants n'arrivaient pas à rentrer dans ce qu'elle proposait, qui étaient des temps
de recentration, de rupture, de méditation, de retour au calme, de relaxation. Et en fait, il a fallu que je fasse prendre conscience à cette enseignante qu'il fallait déjà que ça passe par elle, que en fait, elle était dans une certaine forme de chaos la plupart du temps, parce qu'une journée de classe, ça prend en énergie, ça déplace et ça provoque des émotions. Voilà. Et si l'adulte n'est pas au clair avec ça, il pourra proposer aux enfants d'entrer dans un climat calme, mais si lui-même n'y est pas, il va avoir du mal à être rejoint, à instaurer ça dans sa classe. Et donc, en fait, elle se posait naturellement la question de se dire mais comment est-ce que je vais faire alors, parce que j'ai très envie de proposer ça à mes élèves. Et voilà, on a travaillé à cette problématique et je l'ai accompagnée en psychopédagogie perceptive pour le coup, pour qu'elle apprenne à ressentir d'abord, à se poser elle aussi, à pratiquer une forme de relaxation de son choix. Elle a opté pour la cohérence cardiaque, qui est un outil voilà, qu'elle a affectionné, qui lui correspondait bien, pour commencer tranquillement à redescendre de cet état chaotique dans lequel elle se trouvait souvent. C'est une enseignante qui aime dire qu'elle a bon tempérament, qui monte très facilement dans les tours, mais qui est très très gentille, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, elle est très très aux prises avec des émotions fortes tout le temps. Et donc, elle a appris à gérer ça avec la cohérence cardiaque, elle a appris à se poser sur des temps de plus en plus longs. Et du jour où elle a intégré qu'elle était capable de se poser, elle a choisi des outils adaptés à ses élèves ensemble. C'est-à-dire qu'elle a fait des propositions à ses élèves qui étaient en maternelle pourtant, mais ils ont choisi ensemble l'outil qui correspondait à toute la classe, la maîtresse y compris. Et d'un commun accord, ils ont opté pour un petit outil de relaxation. Et à sa grande surprise, voilà, après avoir travaillé sur elle, elle s'est rendue compte qu'enfin, elle était à même de proposer un outil à ses élèves et qu'elle était rejointe puisque elle-même entrait dedans. C'est-à-dire qu'elle avait fait l'expérience avant de le proposer. Et quand on fait l'expérience de son vivant, et qu'on l'a intégré, qu'on a pris le temps d'écouter ça, après les élèves nous rejoignent quasiment à 99% la plupart du temps. Donc voilà ce qui m'est venu comme expérience quand vous m'avez invité à y réfléchir là. Oui, c'est merveilleux. Quelle est la différence entre la pédagogie positive et la pédagogie traditionnelle alors? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, la pédagogie positive, au départ, je pensais, moi, que toutes les pédagogies étaient forcément positives. Et c'était un chargé de mission qui m'avait interpellée sur ce fait-là en me disant « Non, parce que toi, Sandrine, tu vois les choses comme ça, mais je t'assure qu'elles ne sont pas toutes positives, les pédagogies. » Alors, les pédagogies dites actives le sont forcément, toutes celles qu'on connaît, on en a parlé tout à l'heure brièvement. Mais après, la pédagogie... chacun pratique puisque l'on fait avec ce que l'on est, on enseigne avec ce que l'on est. Effectivement, elles ne le sont pas toutes parce que voilà, on n'est pas toutes dans la même dynamique. Et la pédagogie positive, ce qui fait la différence avec la pédagogie traditionnelle, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'elle est d'abord ludique, elle est profondément respectueuse de l'apprenant puisque, comme je l'ai dit, elle fonctionne en approche globale, l'approche tête-cœur-corps, c'est-à-dire qu'elle prend l'enfant dans sa globalité, dans son individualité, et elle ne s'adresse pas qu'à sa tête. Voilà, elle prend le temps de mesurer ce qui se passe au niveau du cœur, elle prend le temps d'accueillir ça, elle prend le soin de placer l'apprenant dans une démarche dans la sphère corporelle aussi, puisqu'on apprend énormément avec son corps, et d'équilibrer tout ça. En fait, la pédagogie positive, elle propose d'entrer dans ces apprentissages en équilibre, toutes ces sphères, voilà. Donc, elle est respectueuse vraiment de ce que je suis au moment où je vais entrer dans mon apprentissage. Pédagogie traditionnelle, je ne veux pas dire qu'elle ne se soucie pas de savoir où est-ce qu'on en est de notre état émotionnel, de notre état corporel, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'elle est moins à l'écoute de ça.
si on ne prend pas voilà, ces paramètres en compte, on risque de passer à côté d'un certain nombre de signaux que nous envoie l'apprenant et on risque de ne pas transmettre l'outil qu'on voudrait à 100% parce qu'il nous manque cette dimension. Et à la fois, la pédagogie positive, comme son nom l'indique, elle est positive parce que elle envisage de garder voilà, l'aspect positif quoi qu'il arrive, même quand il y a erreur, surtout quand il y a erreur d'ailleurs, on en tire le positif et on reste dans une démarche active avec la foi, une foi en cet apprenant qui y arrivera forcément à un moment. Voilà, donc c'est pas qu'elle s'oppose à la pédagogie traditionnelle, c'est plus qu'elle propose une démarche voilà, qui va un petit peu plus loin quand même et qui est effectivement très axée sur l'aspect positif puisque elle est empreinte de ce courant de psychologie positive de Seligman qui va plutôt s'attacher à ce qui va bien. C'est vrai que je pourrais apporter un exemple d'un outil concret, concrètement utilisé soit en cabinet, soit en classe. D'accord. Je pense à la météo intérieure, par exemple, voilà, où je ne conçois pas de commencer une journée avec mes élèves sans avoir questionné ça, de quand on arrive en classe, dans quel état on arrive, et ça m'intéresse de savoir où ils en sont, pas dans leurs apprentissages, mais où ils en sont avec leur état émotionnel. Parce que moi, si un matin j'arrive en classe perturbée parce que j'ai déposé mon enfant à l'école un petit peu en retard et qu'après tout s'est bousculé, j'ai besoin de le partager, de déposer ça et après, voilà, c'est OK. Tout le monde le sait, on a évoqué ça, chacun sait comment me prendre, même si l'état va passer. Et moi, j'ai à cœur d'écouter ça chez les enfants aussi et d'entrer dans les apprentissages. Une fois qu'on a pu déposer ça, je vous assure que c'est beaucoup plus facile. Et en plus, ça a la vertu supplémentaire d'avoir un regard et un mot pour chacun tous les jours, dès notre arrivée. C'est encore une fois cet accueil qui est tellement important pour moi. Je ne conçois pas une journée sans que mes élèves voilà, n'aient eu un mot de ma part au moins, enfin une attention verbale, parce que pour moi, c'est très, très important. Et concrètement, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe alors, ce temps de météo intérieure? Eh bien alors, en fait, une fois que tout le monde est arrivé, après l'accueil, je rassemble les enfants, on pratique d'abord le réveil du corps, on s'est tous salués. Une fois qu'on a bien réveillé notre corps, j'ai différentes techniques pour ça. On s'assoit en cercle, enfin plutôt voilà, en forme ovoïde, un peu à la Maria Montessori dans les classes pour ceux qui pratiquent. Donc ils viennent s'asseoir sur ce cercle, on va dire, et on pratique à ce moment-là, voilà, par un jeu de questions, la météo intérieure, ce qui consiste à demander à chacun comment il se sent ce matin. Voilà, et on verbalise. Chez les plus jeunes, ça va prendre la forme de la météo telle qu'elle est voilà, pratiquée pour l'extérieur, en tout cas, c'est-à-dire soleil, orage, pluie. On affine d'ailleurs au fil du temps avec arc-en-ciel quand il y a eu du soleil et un petit peu de pluie qui est venu se greffer. Soleil avec un petit nuage qui vient, gros nuage, enfin voilà. Pour décrire son état émotionnel intérieur. Et les enfants sont invités, s'ils le souhaitent, à dire pourquoi ils se sentent dans cet état-là à ce moment précis. Et ça fonctionne plutôt très bien parce qu'en général, ils se livrent à voilà, une petite confidence. Ce matin, c'est gros nuage parce que maman m'avait pressée et puis du coup, moi, j'ai déjeuné vite et puis du coup, maintenant, j'ai mal au ventre. Voilà un petit exemple, par exemple, qui nous donne une indication sur l'état dans lequel se trouve l'enfant au moment où moi, je l'accueille et que je vais voilà, avoir cette mission délicate de le faire entrer dans ses apprentissages tout de suite après. Donc voilà, on procède comme ça par un tour de parole. Chacun prend part. C'est assez remarquable parce que tout le monde a envie. Et les adultes se prêtent au jeu. J'étais en classe de grande section et la SEM s'assoyait avec nous pour dire elle-même comment elle se sentait et moi aussi. Et ça intéresse beaucoup les enfants
parce que je me suis rendu compte au tout début que je pratiquais cet exercice, que les enfants pensaient que les adultes ne ressentaient pas les mêmes émotions qu'eux. Et ça a été une grande surprise pour eux de voir qu'on pouvait être contrarié, triste, qu'il pouvait nous arriver d'avoir envie de pleurer. Et voilà. Et en fait, ça leur permet de développer leur intelligence émotionnelle et de se dire que c'est OK, je ressens des choses et tout le monde est fait comme ça, même les adultes. Donc voilà, c'est s'autoriser à être reconnu pour voilà tel que l'on est, d'accueillir à ce moment-là l'état dans lequel on se trouve et que c'est OK pour tout le monde, que c'est normal, naturel et voilà, tout simplement. Merveilleux. Bon, ben, on a envie de savoir la suite. Ce sera avec grand plaisir. Ça va être pour une prochaine fois quand vous aurez du temps. Pour conclure, je vais partager votre page Facebook et votre site internet sur lesquels on peut vous retrouver. Donc, la pédagogie biologique par Sandrine Boden. Après, je mettrai les liens en dessous. Voilà. Et le site internet qui s'appelle pédagogie biologique sur imonsite.com. On trouve plein de belles informations. Merci à vous. Merci de m'avoir accordé du temps. Merci de me permettre de parler un peu plus de la pédagogie biologique et merci de faire rayonner dans les familles et pour le plus grand nombre parce que l'éducation c'est l'affaire de tous et ce n'est pas que l'affaire d'une seule personne et le partage c'est vraiment une de mes valeurs à laquelle je tiens. Donc, je vous en remercie. Et je vous dis à bientôt. C'était vraiment un plaisir. Et on a envie de savoir la suite. Parce que je sais que vous avez encore énormément de choses à nous partager. Merci. À très bientôt avec joie.